Bonsoir à tous, bienvenue sur Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Très heureux de vous retrouver pour une soirée spéciale en ce lundi. Parce que comme le lundi, d'habitude, je ne fais pas de conférence. Là, c'est une soirée un peu spéciale, une soirée d'hiver. J'ai envie de dire une soirée d'hiver. Comme vous avez pu le voir, ça commence à bien cailler. Il fait très 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 froid. La neige va arriver dans certains départements en fin de semaine. Il y a même des tremblements de terre. Apparemment, il y a eu un gros tremblement de terre dans la Drôme. Moi, j'étais dans la Drôme ce week-end, j'ai rien vu, mais bon, visiblement, ça a tremblé. Voilà, et puis ce soir, on va vous faire trembler également avec Marie Le Pennec, que je reçois. Bonsoir Marie, merci d'être avec nous sur Mysteria. Et bonsoir Anatole et bonsoir tout le monde. Ravie de vous retrouver ce soir parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas échangé ensemble. Donc voilà, j'espère que ce sera un chouette moment. Voilà, c'est ça. Ça va être une super conférence. Alors Marie qui est venue faire plusieurs conférences déjà sur Mysteria TV. Donc Marie, tu es donc guérisseuse. Le titre de la conférence de ce soir, c'est comment se relier à ses guides et être à l'écoute de sa guidance. Donc, on va parler un petit peu des guides parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Comment être à l'écoute de ces guides? Quels sont véritablement les messages des guides, mais quels sont également peut-être des messages de votre intuition, des messages de votre âme? Quels sont aussi peut-être des messages que vous croyez être des guides et qui sont finalement pas des messages des guides, mais des messages de peur? Enfin bon, on va essayer un petit peu à travers cette conférence ce soir de parler de tout ça. Donc, quelques mots quand même sur toi, Marie. Donc, Marie, tu es une guérisseuse qui a su se reconnecter à tes cinq sens subtils, ce qui t'a permis d'appréhender le monde dit invisible. Tu procures différents soins, tels que le magnétisme allié à des techniques énergétiques ou des lectures akashiques, ce que l'on appelle aussi lecture d'âme. Voilà. Alors, donc, je vois que sur sur YouTube, pardon, excusez-moi, il y a déjà du monde. Donc, je veux dire bonsoir à nos amis. Je vois qu'il y a Fabrice et Manuel, nos piliers de Mysteria TV. Bonsoir à vous deux. Je vois qu'il y a Annie-Ange, Sylvia, Shafika, Diams, Manuela, Salemia, Frédéric, Laura, Annie, Manu, Nishdoun, Sébastien, Odile, Noël, Mireille, Julien, Carole, Nicole, Josie, Nathalie, Philippe, Darla, Châtaigne, Kat, Florence. Donc bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Je vais profiter également pour dire bonsoir à ma belle famille chez qui j'étais ce week-end à Romans et puis également à ma femme avec qui j'ai passé un excellent week-end. Bonsoir à vous tous et donc je vous souhaite à tous une excellente soirée. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer, Marie. Alors, Marie, peut-être déjà un petit peu nous parler un petit peu, pour les personnes qui ne te connaissent pas ce soir, de ton histoire. Comment on est un petit peu arrivé à tout ça. Et puis après, je vous présenterai donc un petit peu plus tard dans la soirée également l'atelier de Marie en rapport avec la conférence. Et puis je finirai comme d'habitude par vos questions-réponses. Voilà. Alors je t'en prie, Marie. Ok, merci. Alors, c'est jamais évident, en tout cas pour moi, de parler de moi-même, mais je vais essayer de raconter brièvement mon histoire, en tout cas le parcours qui m'a menée jusque-là ce soir. C'est quelque chose qui s'est fait en fait assez naturellement et petit à petit, même s'il y a un endroit où ce fut assez rapide aussi. Et ce qui s'est passé, en fait, pour moi, c'est que, comme je pense la plupart des âmes, si ce n'est toutes, j'ai toujours été, depuis petite, connectée à, oui, mes sens subtils et à d'autres canaux de perception que simplement l'ouïe et la vue. Et comme beaucoup, je pense, j'ai pendant longtemps tenté de refermer ça, ces connexions que je pouvais avoir, parce que j'en avais un peu peur, je pense pouvoir le dire. Et j'étais pas du tout accompagnée là-dedans, en fait, tout simplement. Si je partageais parfois certaines expériences que j'avais vécues, automatiquement on me renvoyait que on ne me croyait pas et que je racontais des histoires. Voilà. Sauf que ça s'est jamais vraiment refermé en fait. Et il y a à peu près 4 ou 5 ans maintenant, j'ai rencontré une âme sœur, qui a cru en ce que je pouvais raconter. Et ce jour-là, ça a tout changé en fait pour moi. Simplement le fait que
que quelqu'un me croie, ça a tout simplement décuplé toutes ces connexions que j'avais déjà à la base et tout ce qui avait trait au, comment dire, à des choses lourdes, à des choses sombres, etc., que je pouvais percevoir, c'est quelque chose qui s'est aussi complètement transformé en expérience de lumière. Voilà. Et puis avec ça, ça accompagnait un cheminement au quotidien spirituel où j'ai appris à m'auto-développer, voilà. Et puis à aider les gens aussi à travers ma propre expérience, tout simplement. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire. Très bien, Marie. Alors, donc, ce soir, donc, on va parler des guides. Alors, c'est un grand sujet, en fait, en ce moment, les guides. Vous êtes nombreux, que ce soit sur Discord, que ce soit de façon sur des chaînes spirituelles ou que ce soit un petit peu à différents endroits, pour beaucoup à dire que vous êtes en contact avec vos guides. Et ce soir, justement, pour les personnes qui désirent l'être, pour les personnes qui désirent savoir comment rentrer en contact avec ces guides, Marie va nous éclairer un petit peu plus. Alors, Marie, les guides, déjà avant tout, comment décrire ce que sont les guides, déjà dans un Oui, premier temps. Tout à fait. C'est vrai que c'est bien de commencer par ça. Pour les décrire, en fait, les guides, ils sont très nombreux. Ils prennent toutes les formes, les apparences possibles et imaginables, tous les supports qu'ils peuvent pour qu'on puisse les percevoir, en fait, les ressentir, les reconnaître aussi parfois. Et ces guides, en l'occurrence, voilà, de façon plus précise, ils peuvent prendre, par exemple, voilà, ça peut être des êtres chers, vivants ou morts. Ça peut être des âmes sœurs, des êtres qui font partie de ce qu'on appelle, oui, notre famille d'âmes. Des maîtres ascensionnés, des archanges, mais ça peut aussi être des végétaux, des animaux, des êtres de la nature. Ça peut être une image, ça peut même être un objet, comme par exemple le mien, voilà, tout simple que j'ai là, ce petit Bouddha, c'est aussi un guide. Voilà, encore une fois, ils peuvent prendre plein de formes différentes. Et ces guides, c'est vrai qu'on les perçoit souvent comme extérieurs à nous, puisque, encore une fois, ils prennent souvent un support ou une apparence particulière pour nous parler. Mais en fait, ces guides, ils vivent véritablement à travers nous, puisque peu importe qui ils sont, finalement, ils représentent forcément une part de nous, en fait. Voilà. Donc on peut les contacter aussi, on en parlera peut-être un peu plus tard davantage, mais on peut les connecter à travers support également. Mais le moyen, je dirais, le plus court, le plus direct et le plus clair pour arriver à être en communication avec eux, c'est de passer en fait par l'intérieur de soi, par son cœur et la connexion avec son âme. Alors, donc, tu dis que donc, les guides peuvent être des animaux, peuvent être des objets, peuvent être, en fait, voilà. Donc, quelque part, donc, quand on a une question, quand on est dans un questionnement, je dis, par rapport à une problématique ou par rapport à une demande, est-ce qu'on peut également contacter ces guides aussi également à travers la prière? Complètement. À travers la prière, à travers la visualisation, à travers les rêves, les intentions, à travers simplement ses pensées, ses paroles. Voilà, tout ça, c'est différentes manières de les contacter complètement. Et on peut aussi, si par exemple on n'est pas très sûr d'entendre leurs réponses, dans la mesure où on leur pose une question, ça peut être intéressant de vérifier le message qu'on a pu recevoir à travers un support tel que tu vois, une chanson, un texte, ça peut être quoi encore, une image, ça peut être des cartes, enfin plein de choses, mais on peut aussi demander, voilà, est-ce que vous pouvez m'envoyer un signe concret
de votre présence et de votre réponse. Et on peut aussi aiguiller cette demande en disant, par exemple, apportez-moi la réponse, bah oui, à travers un rêve cette nuit, ou alors à travers la prochaine chanson que j'entends à la radio. Voilà, on peut valider de plein de façons différentes aussi, en fait. Après, on peut établir, tu vois, comme ça, le contact avec eux en leur demandant une réponse de telle façon, etc. Et approfondir toujours la communication de cette façon, tu vois, pour arriver petit à petit aussi à établir un échange et être davantage assuré dans le fait que, oui, il y a une communication qui s'établit. Parce que je te demande par rapport à la prière, parce que ce week-end, je suis donc allé du côté de Romans. Et je suis allé donc dans une abbaye qui s'appelle l'abbaye du Trior. D'ailleurs, c'est là où j'ai acheté, vous voyez, cette croix des Templiers. Et puis donc, avec ma femme, après, on a décidé d'aller à l'abbaye parce qu'il y avait les vêpres à ce moment-là. Et puis, il y avait une grande croix. Alors, je me suis dit, bon, je suis catholique, mais je ne suis pas un catholique pratiquant. Mais bon, je me suis dit, je vais à ce moment-là faire une prière sur le moment. J'avais envie de faire une prière, j'ai envie de faire une demande. Alors, voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis mis à pleurer, mais pendant 20 minutes. Et c'était pas des, vous savez, c'était pas des pleurs de tristesse. C'était vraiment comme si, à l'intérieur de moi-même, comme si cette croix du Christ qui était devant moi me répondait ou répondait à ma demande. Parce que ma question, c'est la suivante, c'est est-ce que justement, quand tu fais une demande à tes guides et que tu sens une émotion à l'intérieur de toi extrêmement puissante, vraiment, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti hier, puissante. Et même quand je suis sorti de l'abbaye, j'étais pas dans tous mes états, mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais eu cet état-là. Mais je crois comprendre que tu as été nettoyé de beaucoup de choses à ce moment-là, en fait. Et c'est d'où ces larmes. Ouais, c'est peut-être ça, peut-être nettoyer. Moi, c'est vrai que c'était plus des demandes que je faisais sur le moment, mais enfin voilà. Est-ce que quand on fait, donc comment savoir que notre demande au niveau de nos guides a été entendue? Est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous une vive émotion? Comment savoir si on contacte bien, c'est bien un message de ses guides et c'est non pas un message qui va partir comme ça dans les airs, quoi. Ouais, c'est juste. Mais en fait, tu peux très bien, surtout une confirmation assez palpable, c'est sentir la réponse à travers ton corps, effectivement, justement. Donc, tu peux sentir l'émotion que ça amène en toi ou la vibration, les élans, les pensées que ça ramène aussi. Sentir, voilà, à quel endroit du corps ça résonne, de quelle façon. Est-ce que ça vibre? Est-ce que c'est bon? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose, tu vois, qui va te tendre, qui va ramener de la peur? Ça, c'est des bonnes façons de distinguer si ce que tu reçois et ce que tu ressens, ça provient plutôt de la lumière ou plutôt de l'ombre ou alors de ton mental, de ton ego aussi. Vraiment, le corps, c'est je dirais, oui, le support premier pour arriver à distinguer. Et après, il y a aussi les émotions, voilà, quelles émotions ça inspire. Effectivement, toi, dans ton cas, il n'y a pas trop à se poser la question, par exemple, parce que on sent bien quand tu le racontes que c'était un vrai moment où c'était bon au final. Un grand moment de bonheur, ouais. C'était un grand moment de bonheur, ouais. Un grand moment de bonheur. Pardon. Et c'est vrai que en sortant de là, j'étais, je sais pas, ouais. Je suis parti de cet endroit dans une immense paix. Ouais, j'étais dans un intérêt. Ouais. Et pour autant, je suis allé dans des tas d'abbayes, j'ai pas forcément vécu ça, mais dans celle-là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais, on sent que ça a été fort pour toi. Ouais, ça a été bien, ouais, ça a été bien. Et après, comment faire, par exemple, les gens qui font, par exemple, ce qu'on appelle l'écriture automatique? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand on fait des demandes à l'écriture automatique, je veux dire, dans le but de contacter ses guides, de quelque part contacter finalement des personnes du bas astral?
Bah, si ton intention elle est vraiment claire sur le fait que c'est tes guides que tu veux contacter et que à ce moment-là, tu es dans une atmosphère plutôt sereine, alors non, il n'y a pas de risque en fait. Après, si vraiment tu veux être rassuré, ben moi personnellement, j'utilise l'akasha en fait. J'ouvre les annales akashiques. Comme ça, je suis certaine de d'où je vais puiser l'information. Mais sans parler de l'akasha, encore une fois, simplement si ton attention elle est claire et que toi tu es vraiment euh, sûr de à qui tu veux t'adresser aussi, il n'y a pas de raison que ça interfère en fait. Hmm. Ouais, parce que bon, après, il y a des gens, par exemple, souvent qui disent, je le vois sur Facebook, par exemple, c'est vrai, on le voit des fois dans le ciel comme des nuages qui forment des anges. Par exemple, Mhm. je prends le cas d'une personne qui a, par exemple, un frère qui est décédé. La personne va se dire, est-ce que mon frère va bien? Est-ce que mon frère se porte bien? Et puis une personne comme ça qui pense distinguer un nuage en forme d'ange. Est-ce que c'est un message ou est-ce que c'est l'imaginaire Bah, en fait, alors oui, c'est un message. Après, l'imaginaire peut aussi avoir sa place par rapport au message que l'on reçoit, parce que c'est aussi grâce à l'imaginaire qu'on arrive à, d'une part, décoder aussi que c'est un message, et aussi arriver à se relier à cette vibration qui fait qu'on peut être en état d'ouverture suffisant pour recevoir ces messages. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'imaginaire a sa part aussi. Euh, Vraiment, en fait, l'imaginaire, c'est pas forcément quelque chose de farfelu, etc. C'est aussi quelque chose qui donne naissance à ce qu'on peut appeler le réel. Et en même temps, il y a aussi un autre endroit où on peut même dire que finalement, ils sont assez mélangés l'un et l'autre. Mais oui, ce sont vraiment des messages en fait. Et c'est vrai que cet exemple, il est pas mal, mais on peut en prendre à l'infini en fait des exemples comme ça parce que on peut voir des messages partout en fait à travers tout ce que l'on vit et plus on est dans cet état d'esprit et plus on va aussi vivre des synchronicités et ce genre de choses qui voilà parce que tout à l'extérieur va nous refléter cette vibration que nous on émet à l'intérieur qui est de d'être en communication constante même avec ses guides en fait et sa guidance. Je vois dans le chat, on me demande quelle est la croix que je porte autour du cou. C'est la croix de Saint-Jean. Voilà, croix des Templiers, croix de Saint-Jean. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'ai toujours aimé cette croix. Peut-être que ça vient d'une autre vie, je n'en sais rien, je ne sais pas. Voilà. Ça va bien. Euh, c'est ça, c'est peut-être ça. J'étais peut-être un chevalier, qui sait. Ou une nonne Ouais. aussi, hein, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Par rapport, qu'est-ce qu'on peut demander concrètement à nos guides? Est-ce que c'est vraiment des messages pour notre vie de tous les jours? Par exemple, j'ai envie de dire une personne qui cherche du boulot, aidez-moi à trouver un travail. Est-ce que, ou alors, au niveau de l'argent, aidez-moi à gagner plus d'argent? Ou est-ce qu'ils vont vraiment intervenir sur le moment pour nous aider? Ou est-ce que les guides sont là uniquement pour nous aider d'un point de vue spirituel? Bah, en fait, c'est les deux. Les guides, ils peuvent être là tout le temps, d'autant plus si on les sollicite, en fait. Et ils peuvent être là pour absolument tout ce qu'on leur demande. Il n'y a pas de limite là-dedans. Ça peut être pour des petites choses, entre guillemets, effectivement, du genre, bah voilà, aidez-moi à trouver une nouvelle voiture. Ou alors, ça peut être pour des choses aussi plus de l'ordre de la guérison. Par exemple, aidez-moi à guérir ou alors à guérir telle personne de telle maladie. Ça peut être aussi des demandes par rapport au futur, voilà, aidez-moi à, je sais pas, construire une famille, enfin bref. Et c'est important aussi par rapport à ça de pas émettre de jugement sur l'objet de notre prière ou l'objet de notre demande en fait, et de se rappeler que les guides, ils sont là justement pour répondre à tout ce qu'ils peuvent, du moment qu'on le veut aussi. Et eux, ils n'ont pas de jugement sur ce qu'on leur demande. Donc c'est bien que nous aussi, on arrive à se sentir suffisamment libre et en confiance pour pouvoir leur demander ce qu'on a envie de leur demander, sans juger l'objet de la demande. Les guides sont toujours, je veux dire, les guides sont toujours avec nous.
est-ce que je veux dire, les guides nous accompagnent vraiment dans notre vie de tous les jours? Est-ce que ils sont, bon, bien entendu, nous, on ne les voit pas, mais est-ce que je veux dire, ils sont présents à chaque moment de notre vie? Est-ce qu'il y a vraiment une personne à chaque moment de notre vie qui est à côté de nous et qui nous suit tout au long de notre cheminement? En fait, on n'est jamais seul. Après, une personne qui nous suit à chaque instant, c'est pas forcément une personne. Encore une fois, tu vois, ces guides, ça peut être une énergie pure aussi, une présence, oui, non palpable, mais qui représente pas forcément une personne. En tout cas, effectivement, on n'est jamais seul. On est toujours accompagné par au moins une énergie. Après, des guides, on en a tous plus ou moins. Voilà, tout dépend. Il y a plein de raisons à ça. Tout dépend notamment du nombre d'incarnations qu'on a eues, mais pas que. Euh, et ces guides, comment dire, ils... Mince, j'ai perdu mon, j'ai perdu mon truc. J'étais trop à fond dans ce que je voulais raconter. Attends, il faut que je reprenne mon fil. Oui, voilà, on n'est jamais seul et ces guides, en fait, ils sont là vraiment pour nous aider tout le temps à, comment dire, nous insuffler tout le temps plein de choses pour pouvoir évoluer, ne serait-ce que dans notre quotidien au jour le jour, en fait. Tu vois, je parle pas forcément de choses extrêmement grandes et spirituelles, même si ça peut rejoindre ça aussi. Mais ils sont là d'une manière générale pour nous aider, oui, effectivement, dans notre quotidien, pour nous insuffler telle ou telle direction, nous inspirer telle ou telle idée, nous donner tel ou tel conseil. Tu vois, c'est vraiment une présence effectivement constante qui nous aide il nous aide à traverser cette incarnation, en fait. Quand on fait, par exemple, quand on écrit une lettre à l'univers, pour les personnes qui l'ont fait, est-ce que c'est faire une demande à l'univers ou c'est faire une demande à des guides? Et du coup, Bah, en retour, on aura telle ou telle chose. L'univers et les guides, est-ce que c'est deux choses différentes ou est-ce que ça fait partie de la même chose? il y a un endroit où c'est, comment dire, ça se relie complètement, comme nous et les guides finalement, parce que tu vois, on peut aussi, même en tant qu'humain, être un guide pour quelqu'un d'autre. En fait, il y a tout qui s'interrelie. Et du coup, effectivement, quand on fait une prière à l'univers, il y a forcément à un moment donné une résonance avec nos guides. Euh, mais dans la façon où ils sont vraiment, comment dire, ils représentent aussi une partie de l'univers. Alors, c'est la même chose, quoi. Bien sûr, oui, parce que comment C'est bien. comme quand on dit qu'on contacte nos guides extérieurs et puis qu'en fait, on contacte notre âme à l'intérieur de nous. Justement, ça tombe bien que tu parles de l'âme, parce que quand moi j'ai commencé dans la spiritualité, j'entendais beaucoup parler de l'âme. L'âme, l'âme, l'âme. Et j'ai un peu l'impression que on nous dirige beaucoup vers l'extérieur plutôt que d'aller à l'intérieur. Si je comprends bien, l'âme vient prendre notre corps pour s'incarner et faire une expérience. Donc, est-ce que on ne devrait pas plutôt contacter notre âme qui justement est là, elle, dans cette incarnation pour véritablement évoluer et quelque part, j'ai toujours entendu dire que l'âme était la meilleure amie de l'homme parce qu'elle est là pour nous. Il n'y a que elle qui est là, plutôt que d'aller chercher des guides qui sont à l'extérieur. Est-ce que si on fait une demande à notre âme, ça n'irait pas plus vite que plutôt que d'aller faire une demande à des guides extérieurs? Non, mais c'est vrai. Communiquer avec notre âme, c'est quand même le moyen le plus clair et le plus direct, du coup, pour accéder au soi et, enfin, voilà, pour communiquer de façon, comment dire, c'est vraiment l'âme qui peut t'apporter finalement les infos les plus claires et les plus profondes, en fait, parce qu'elle te connaît mieux que personne, c'est toi. Après, les guides aussi, leur intérêt, c'est justement de nous diriger vers ce chemin-là, qui est de comprendre qu'effectivement, ils ne sont pas séparés de nous, ils ne sont pas extérieurs à nous, et qu'en ce sens, enfin, personnellement, c'est aussi eux quelque part qui m'ont expliqué ça, que en fait, j'étais pas toujours obligée de passer par eux et que je pouvais aussi directement demander à mon âme. Mais pour ça, en tout cas pour moi, dans mon cheminement, il m'a fallu
attendre une certaine confiance en moi, en fait, déjà. Et ces guides, notamment si je les projetais à l'extérieur, par exemple en les visualisant ou autre, même en les voyant, mais ça me rassurait, en fait, tu vois, parce que c'était palpable quelque part, en tout cas un peu plus que en parlant directement avec mon âme qui, elle, ne me faisait jamais de retour palpable comme les guides, tu vois. En fait, les guides, quelque part, en tout cas pour moi, c'est un intermédiaire entre mon âme et moi, Marie. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, Laurence demande, bonsoir, comment fait-on la différence entre nos guides et notre ego? Bonsoir Laurence. Ouais. Eh bien, pour faire la différence et pour être sûr d'arriver à sentir la différence, tu peux déjà, dans un premier temps, encore une fois, demander confirmation à ton corps. Qu'est-ce qu'il ressent et est-ce que ça t'inspire quelque chose d'agréable ou de désagréable? Si cela ne suffit pas à t'éclairer, que tu trouves que la réponse en toi n'est pas suffisamment claire, tu peux aussi voir ce que ça t'inspire, comme je le disais tout à l'heure, en termes d'émotions, de pensées, de sensations. Quelle atmosphère tu ressens autour de toi à ce moment? Est-ce que tu te sens en confiance ou pas? Ça, c'est très important. Et si tu sens un malaise, c'est que c'est pas forcément tes guides qui te parlent. Après, tu peux aussi voir selon le message ou la réponse qui t'est donnée. Par exemple, si c'est ton mental, ça va être une réponse assez courte, peut-être même assez fermée, quelque chose qui appelle pas trop au dialogue et qui sera pas forcément tourné vers quelque chose qui porte l'espoir, la bienveillance, le non-jugement, etc. Si c'est plutôt une réponse de tes guides, cette réponse, elle peut déjà être un peu plus complète, un peu plus détaillée. Et elle sera aussi plus, comment dire, tu verras que cette réponse, elle peut aussi t'apporter des choses que tu n'imaginais pas forcément que ça puisse te répondre, parce que ça va te répondre d'un plan un peu plus haut. Et du coup, ça va te montrer une vision de toi ou de la situation à laquelle tu fais référence, que tu n'aurais pas forcément remarqué si ça avait été simplement la réponse de ton ego, par exemple. Est-ce que ma réponse est claire? Très très bien, Marie. Très, très bien. Ouais, okay. Titi demande, est-il vrai qu'on peut changer de guide en fonction de ce qu'on a à vivre? C'est qui? C'est Titi? Titi, oui. D'accord. Bon, bonsoir Titi. Alors oui, tu peux changer de guide en fonction de ce que tu as à vivre et au fur et à mesure où tu évolues, où tu grandis, tu n'as effectivement pas toujours les mêmes guides référents, je dirais. C'est-à-dire que tes guides restent tes guides, mais selon ce que tu vis, ça va être quelqu'un ou une énergie différente qui va t'entourer davantage. Voilà. Je sais pas moi, admettons par exemple que tu es, je dis un exemple, hein, mais que tu te sentes très lié à la Vierge Marie. Et puis que tu traverses une période où tu es beaucoup dans des questions relatives au féminin, à la fécondité, la maternité et bien d'autres choses. Mais il est possible que à ce moment-là, ce soit cette guide-là qui te suive avec plus de proximité que les autres. Et puis, le moment où tu vas passer à une autre phase de ta vie, où tu vas travailler d'autres choses sur toi, où tu auras besoin d'autres soutiens, etc., alors ce sera un autre guide qui se présentera plus près. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aurait pas aussi un petit peu, entre guillemets, un danger aussi, quelque part, d'être tout le temps en contact? Par exemple, je prends une personne qui commence à contacter ses guides sur des choses qu'elle désire dans sa vie. Ces choses-là arrivent, la personne se dit, c'est merveilleux, c'est mes guides qui me l'envoient. Et puis d'être tout le temps, en fait, à un moment donné, dans la demande. Tu vois ce que je veux dire? Tout le temps à demander, je veux ci, je veux ça, je veux ci. Est-ce que les guides est-ce que les guides peuvent envoyer pour un coup de pouce? Est-ce que les guides peuvent envoyer jusqu'à ce qu'on soit gavé? Ou est-ce qu'ils donnent vraiment, sur le moment, ce qu'on a besoin?
Oui, exactement, c'est ça que j'allais dire. C'est que les guides te donnent pas forcément ce que tu demandes ou ce dont tu as envie, mais ils t'envoient ce dont tu as besoin. Et si tu fais une demande en particulier et qu'ils t'envoient autre chose ou qu'ils ne te l'envoient pas, c'est parce qu'ils estiment meilleur pour toi dans l'instant de ne pas te l'envoyer ou de t'envoyer autre chose. Ça peut être aussi parce que toi, tu as fait une certaine demande d'une certaine façon, mais que tu l'as pas forcément suffisamment clairement exprimé quelque part pour que cette même vibration te revienne. Et du coup, ça peut être quelque chose d'un peu décalé que tu peux recevoir. Après, encore une fois, il n'y a pas de limite dans leur aide puisque eux, ils sont vraiment là pour ça. Donc, plus on les appelle, et plus ils se feront un plaisir de répondre à nos besoins. Effectivement, encore une fois, pas à C'est ça. nos envies. Enfin, si, ça peut aussi correspondre à nos envies d'ailleurs, par moment. Et ça, c'est chouette. Mais si ça répond aussi vraiment à nos envies, ça montre que dans ce moment-là, on est dans un total alignement avec tout son être en fait. Parce que si ça correspond à quelque chose qui n'est pas une envie, et même voir par exemple à quelque chose qui est confrontant pour toi ou difficile, c'est qu'au moment où tu as fait la demande, tu n'étais pas forcément prêt à recevoir la chose ou la réponse de cette façon-là, et que tu avais entre guillemets encore quelque chose à travailler pour pouvoir accéder pleinement au retour qu'ils te font en fait. Tout Tu à vois. fait. Ouais, ouais. D'ailleurs, Sony demande quelque chose d'intéressant. Quelle est la meilleure façon de leur faire, quelle est la meilleure façon de faire les demandes par rapport au guide? Est-ce que c'est par la pensée, de vive voix, en état méditatif, tu vois, de vive voix, par exemple, de dire, bon, bah voilà, moi c'est bon, là en ce moment, par exemple, je prends l'exemple d'une personne pour qui il ne trouve pas de boulot, et dire, non, c'est bon, là en ce moment, et un qui va au niveau du boulot, bon, moi maintenant, je veux quelque chose de clair. Vous entendez là-haut? Vous entendez? Tu vois, je veux dire, voilà, vraiment, à un moment donné, oh, faut m'aider maintenant, hein, faut m'aider. Est-ce que vraiment de s'exprimer comme ça, ou est-ce qu'il faut rentrer dans une semi-transe par le sommeil, ce genre de choses? Non, mais en fait, c'est bien de pouvoir s'affirmer dans sa demande ou dans sa démarche, en tout cas. Donc, sans être obligé de crier ou de râler, mais en tout cas, le faire de façon très affirmée, ça aide. Après, tu peux aussi demander, comment dire, je cherche à comment le mettre en mots. Euh, Tu peux demander de recevoir à travers différents supports, en fait, encore une fois. Donc tu peux, comment dire, tu n'es pas obligé d'être dans un état modifié de conscience ou dans un état de transe, etc. C'est au contraire, c'est vraiment plus de la présence à toi, parce que écouter ses guides, c'est donc écouter sa guidance, ça revient à la même chose finalement, et c'est encore une fois écouter cette petite voix à l'intérieur de toi. Donc plus tu vas être présent là et ancré en fait, et plus tu vas réussir à soit interpréter ce qu'ils veulent te dire, soit à recevoir ce qu'ils veulent te donner, etc. En tout cas dans cet élan de communication avec eux. Après, c'est sûr que tous les supports qui favorisent le bien-être, la détente, la joie, tout ce qui élève tes vibrations d'une façon générale, c'est quelque chose qui va t'aider à communiquer avec eux, effectivement, parce que tu vas t'ouvrir davantage à tes sens, euh, et parce que c'est vraiment aussi à travers tous tes sens que tes guides ils peuvent s'exprimer à travers toi. Et du coup, en étant ouvert à tous tes sens, voilà, en étant, par exemple, je sais pas, moi, en train de faire quelque chose de créatif ou dans ton bain ou en train de, oui, pourquoi pas méditer, c'est très possible. Enfin, il y a plein de choses. Tout dépend ce qui parle à chacun. Mais voilà, encore une fois, ce qui te met dans cet état de bien-être et de réception t'aide à sentir à travers tes sens et t'aide à capter cette petite voix intérieure, voilà, être un peu ouvert comme ça de partout. Et du coup, tu reçois de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus directe, et tu as aussi moins la présence de ton mental qui vient te dire, mais attends, ce que j'ai, voilà, ce que j'ai entendu, ressenti, reçu, c'était bien ça, est-ce que c'est pas mon imagination qui me le raconte, etc. Ouais, ça, je pense que ouais. Donc, si tu es dans un état ou une pensée où tu es bien sur le moment,
est-ce que tes demandes au niveau des guides arriveront plus vite que si tu es dans un état où tu es dans la dépression, dans l'angoisse, dans la peine ou dans la peur? Oui, complètement. Parce que c'est vraiment la différence de vibration en toi qui fait que tu arrives à établir la communication avec tes guides ou pas. Et donc, si tu es dans la joie, le bien-être, ça va élever tes vibrations, donc tu vas les capter beaucoup plus facilement. Et si tu es dans un moment moins bien, avec de la tristesse ou des interrogations, des doutes, des peurs, ça va brouiller en fait, un peu comme une station radio où du coup tu entendras moins bien la fréquence. Euh, Après, voilà, tu peux aussi, parce que c'est vrai que j'ai oublié de finir de répondre à la question, je me rends compte, tu peux les contacter en fait à travers comment dire, à travers la visualisation, à travers des projections, enfin même pas, en fait, j'allais rentrer dans des trucs, mais t'as pas besoin de ça. Simplement à travers ton intention, la visualisation, t'es pas obligé de faire des rituels ou des prières. Les prières, si c'est très chouette pour les contacter, mais tu peux le faire beaucoup plus simplement, en fait, simplement comme dans un dialogue avec toi-même. Et c'est juste l'intention et la visualisation qui sont vraiment importantes là-dedans parce que ça t'aide à accentuer ta demande, à projeter projeter la vibration et la communication. Tout à fait. Il y a Odile qui demande: bonjour, j'ai 68 ans. Je ne ressens ni ne vois ni entends les messages. Je demande, mais je ne me sens guidé, me sens seul. Je sais que si je captais, je ne serais pas aussi triste. Je me sens isolé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens comme ça que je connais qui font des demandes, qui veulent contacter leur guide et ils n'entendent rien. Pourquoi? Ouais, ouais, bonsoir, c'est une belle question. Euh, Alors en fait, il y a plusieurs possibilités à ça, je pense. Il est probable, je dis pas que c'est forcément ça, mais il peut être possible que tu entendes les réponses et les messages, mais que tu sois pas forcément prête à les écouter vraiment. Euh, Parce que dans la mesure où on te renvoie pas forcément, encore une fois, ce que tu as euh, envie d'entendre, entre guillemets, ou envie de recevoir, tu peux ne pas te sentir prête à recevoir les messages, les réponses et ce que tes guides veulent te donner. Parce que ça peut impliquer, par exemple, des changements qui ne sont pas forcément agréables, qui peuvent réveiller de la peur en toi. Euh, donc voilà, ça peut faire que du coup, tu crois ne pas entendre les messages, mais en fait, tu les reçois. Après, il y a d'autres possibilités. Il est possible, ça aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais que ta demande ne soit pas forcément bien formulée quelque part. C'est-à-dire que si tu axes ta demande ou ta formulation sur quelque chose de négatif ou quelque chose que tu ne veux pas, exemple, je ne veux plus être malade, l'univers et tes guides, ils entendent comment dire, ils entendent surtout le mot malade et le fait que tu ne veux plus. Mais dans cette négation du je ne veux pas, en fait, c'est comme si tu demandais ça fait un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que tu accentues le mot maladie quelque part. C'est un peu, j'ai du mal à l'exprimer, mais tout ça pour dire que c'est important que tu formules des phrases plutôt axées sur le positif, du genre je veux retrouver la santé et la guérison. En fait, tu n'as même pas du tout la même vibration et la même réponse avec deux formulations différentes. C'est pour ça que les mots, ils ont aussi une certaine importance quand on exprime des demandes. Autant que ce soit clair et formulé de façon positive, en fait. Voilà. Après, qu'est-ce qui pourrait faire que ça te freine il peut y avoir la peur, en fait, tout simplement, pas forcément de recevoir ce qu'on va nous dire, mais la peur de, entre guillemets, entendre ou la peur de se rendre compte qu'on est capable
d'avoir une communication avec quelque chose de non palpable. Ça, c'est quelque chose qui peut faire peur, qui peut demander un certain apprivoisement. Et du coup, en ce sens, ben, de façon pas forcément consciente, on peut fermer un peu nos canaux à cet égard. Alors, Carole demande, mes guides m'ont dit de ne plus faire de demande à l'univers car trop pollué. Il faut la demander à la source. Qu'en pensez-vous? Bonsoir. Alors, c'est une question intéressante. Mes guides, pour le coup, m'expriment pas vraiment la même chose dans la mesure où eux, ils rappellent encore qu'ils sont toujours là pour ça et que finalement, on ne les sollicite même pas vraiment assez. On hésite beaucoup trop avant de le faire. Après, demander directement à la source, ben pourquoi pas, parce que c'est quelque chose, pour le coup, tu es sûr à qui tu demandes, tu es sûr que c'est, bah voilà, il n'y a pas plus haut en termes d'énergie quelque part, et du coup, tu es sûr que la réponse, elle sera forcément complètement OK pour toi. Donc, si tu te sens mieux de passer directement par la source, c'est carrément juste en fait. C'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure au sujet de notre âme et des guides, c'est que finalement, au lieu de te servir d'intermédiaire, ben ouais, tu vas directement à la source. Donc, oui, c'est plutôt chouette. Alors, Eddy demande quelle différence entre ces guides et les anges gardiens. Ouais, bonne question aussi. Ah, la différence, les anges gardiens, ce sont des anges gardiens, et les guides, ils peuvent prendre encore une fois des centaines de formes, au moins des centaines de formes. Et en ce sens, les guides, ça peut aussi être des anges gardiens. Voilà, si par exemple, toi, tu as une familiarité, un lien particulier avec les anges gardiens, il est possible que dans tes guides, on retrouve aussi des anges gardiens. Très bien. Alors, Manu demande, je vois mon chien décédé qui me suit partout et me protège. Est-ce un guide? Bonsoir, Manu. Alors oui, on peut tout à fait exprimer que c'est un guide, ton chien, dans la mesure où c'est, j'allais dire, entre guillemets, plus qu'un chien. Entre guillemets, plus qu'un chien, parce que c'est déjà beaucoup d'être un chien, mais dans le sens où il a un lien particulier avec toi, ce chien, effectivement, et tu as aussi un lien particulier avec lui. Donc oui, c'est un guide, c'est un protecteur, c'est plus qu'une présence, une compagnie. En fait, c'est vraiment un être qui est là pour veiller sur toi. Philippe demande, notre âme est amnésique au contraire des guides? Non. Notre âme est amnésique au contraire. Voilà. Est-ce que Philippe dit que Est-ce que notre âme est amnésique? C'est ça. Ouais. Ok, Philippe. Est-ce que notre âme est amnésique? Non, pas du tout. Au contraire, elle se souvient de tout. Elle porte vraiment, j'allais dire, la mémoire de l'univers en elle, en tout cas toute sa mémoire à elle. Et ça peut du coup contenir déjà énormément d'informations. C'est plutôt en fait notre humain qui occulte les informations que notre âme porte. Et c'est pour ça que c'est important de se relier à notre âme, notamment à travers les guides par exemple, parce que c'est ce qui nous met en contact avec notre essence et avec le tout, puisque cette âme, elle porte en elle non seulement énormément d'informations, mais aussi énormément de lumière, de sagesse, d'encodage, voilà, plein de choses à nous transmettre en fait. Christy demande si la glande pinéale est calcinée, est-ce une raison que certaines personnes ne reçoivent pas de message? C'est Christy ou Christine? Christy. Christy, d'accord. Alors, la glande pinéale calcinée. C'est vrai qu'il y a encore des gens qui peuvent avoir leur glande pinéale un peu oui, calcifiée, où il y a du calcaire, ouais, comme en tartré en fait. C'est possible, d'autant plus que avec notre façon de vivre, dans les produits qu'on peut utiliser, etc.,
notamment bon, un très connu, le fluor, entre autres, ça peut complètement entartrer cette glande pinéale. Maintenant, il y a aussi ben, nos pensées, par exemple, nos schémas, nos comportements, mais voilà, nos pensées, nos visions, qui viennent aussi complètement entartrer cette glande pinéale, tout ce qui met un voile dessus, en fait, qui l'obscurcit. Mais du coup, il est aussi complètement possible de se désentartrer sa glande pinéale. Pour ça, par exemple, en termes d'exercice, il y a quelque chose d'assez simple que moi j'aime bien faire, c'est la méditation, où on fait un focus sur notre troisième œil. On médite les yeux fermés, on dirige le regard à cet endroit, et simplement de cette façon, on active la glande pinéale en fait. Donc à force de le faire, ça la nettoie totalement. D'accord. Alors, Créadoc demande comment peut-on les entendre et comment est-on certain que c'est nos guides et pas notre mental? Ouais, bonsoir. Alors, comment être certain que c'est nos guides? En fait, bon, ça j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, mais je peux récapituler en quelques mots. C'est vraiment, encore une fois, déjà, quel effet ça te fait, en fait, quand tu reçois un message ou que, voilà, que tu reçois quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien ou pas? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, une information par exemple qui t'apporte quelque chose? Est-ce que ça a plutôt tendance à te peser ou au contraire à amener de la joie ou une détente en toi? Ça, en fait, c'est réellement c'est suffisant pour savoir si c'est nos guides ou pas. Parce que si c'est pas nos guides, bah oui, ça n'amènera pas de joie, au contraire, ça amènera plutôt de la confusion. Ce que j'aime bien aussi parfois expliquer, c'est que en fait, ton mental, c'est plutôt justement celui qui va t'amener à poser cette question, mais est-ce que c'est pas mon mental qui me raconte ça, qui m'envoie tel message, etc. Ça, on peut être sûr que c'est le mental parce que pour le coup, voilà, c'est celui qui aime bien faire douter et qui sent que tu peux t'expanser, tu peux t'ouvrir à travers les messages que tu reçois. Et donc ça fait un peu peur à ton mental. Et donc, il va te raconter, mais non, c'est pas ça. Tu vois, le mental, c'est celui qui te fait douter et qui te raconte, oui, mais peut-être que c'est le mental. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Voilà. Voilà, c'est ça, voilà. C'est vraiment des façons assez claires d'arriver à distinguer est-ce que c'est le mental, est-ce que c'est nos guides. Après, tu peux aussi, encore une fois, demander une confirmation avec un support extérieur si vraiment tu n'es pas sûr de toi. Du genre, bon, bah, si c'est vraiment vous, mes guides, ou si c'est vraiment la lumière qui parle, envoyez-moi un signe, une confirmation, par exemple, faites un bruit ou faites voilà, faites un coucou à travers je sais pas, à travers un nuage par exemple, ou à travers la prochaine chose que j'entendrai, en fait, la prochaine discussion que j'entendrai. Voilà, on peut prendre n'importe quel support en fait pour valider ça, autant que notre imagination nous le permet. Alors, merci. Alors, Quentin demande comment comprendre son âme qui a vécu de multiples expériences. Elle est donc très différente de l'idée que nous avons de nous. Et oui, très intéressant aussi. En fait, là c'est pareil pour comprendre ton âme. Il y a différents supports, différentes techniques, différents outils, mais c'est surtout, au-delà de ça, après je pourrais peut-être en énoncer quelques-uns, mais c'est surtout une compréhension intérieure de toi à toi. C'est pas forcément une compréhension mentale ou intellectuelle, c'est plutôt une compréhension intuitive, quelque chose, une compréhension qui vient du cœur. Ou du coup, même si tu comprends pas forcément tout ce qu'a pu vivre ton âme sur un plan intellectuel, parce que ben il y a trop de choses, parce que il y a oui beaucoup de choses en tant qu'humain qu'on peut pas forcément comprendre non plus. Tu peux arriver à comprendre encore une fois, oui, d'une façon plus portée sur le cœur. Et c'est une compréhension qui va t'amener un certain,
apaisement, une certaine détente, là aussi, encore une fois, où tu vas dire, ben, ok, voilà, je vais donner un exemple. Pourquoi, dans telle vie antérieure, mon âme a vécu cette expérience? Quelque chose que tu comprends pas. Eh bien, tu peux demander la réponse et pas forcément la comprendre sur un plan intellectuel. Pour autant, tu peux recevoir la réponse à l'intérieur et où tu vas ressentir derrière, ok, alors j'ai pas forcément la réponse avec des images claires ou avec quelque chose de très bien expliqué, etc. sur le plan intellectuel. Mais en termes d'énergie, en termes oui, de ce qu'on a pu m'envoyer, oui, en termes d'énergie, en termes d'amour, etc. J'ai une compréhension plus profonde encore, qui fait que voilà, ça m'amène à un apaisement qui fait même que j'ai plus forcément à me poser la question derrière ou envie de me poser la question derrière. Parce que je comprends que tout n'est pas à savoir déjà. Et au-delà de ça, que la compréhension, effectivement, la véritable compréhension, je me répète un peu, mais elle n'est pas mentale. Elle est c'est difficile de mettre les mots juste là-dessus, mais c'est quelque chose qui passe, ouais, encore une fois, à travers notre corps, nos émotions, et qui nous procure ce OK, ouais, c'est OK, en fait. Super. Alors, Corinne demande qu'est-ce qu'on appelle le moi supérieur? Car certains disent que c'est notre divine présence, d'autres disent que c'est dans notre être réalisé. Quelle différence? Est-ce un guide pour nous? Est-ce que tu peux redire le début de la question, Anatole, parce que j'ai pas entendu? Oui, pardon, elle dit qu'est-ce qu'on appelle le moi supérieur? Car D'accord. certains disent que c'est notre divine présence. Ouais, ah bah, c'est une belle façon de le décrire en tout cas. Je trouve ça, oui, c'est très beau et juste en fait. Le moi intérieur, c'est le soi, c'est ce qui c'est pas encore tout à fait ton âme parce que c'est quelque chose qui englobe ton âme. C'est vraiment quelque chose qui englobe toutes les parties qui font ce que tu es. Et donc le moi intérieur, c'est voilà, c'est le soi, c'est oui, c'est la partie divine de ton être, en fait, tout à fait. C'est un très beau mot qui résume très bien. C'est la partie qui vient des sphères supérieures. C'est le soi, c'est la partie qui est en contact avec la source, en fait. Et l'âme, en ce sens, d'ailleurs, c'est une sorte de lien entre le soi, enfin, le moi intérieur, ton soi, et ta personnalité, ton côté humain. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire d'autres mots pour qualifier ce moi intérieur? Ouais, non, c'est ça, c'est la partie divine, la partie reliée à la source, la partie reliée aux sphères supérieures. Et j'allais dire oui, c'est ton essence aussi véritablement. C'est ce qui fait qui tu es, et c'est ce qui fait que tu existes. Voilà. Très bien. Fabrice demande les rêves peut-il être un moyen pour entrer en connexion avec nos guides? Oui, tout à fait. C'est un très très bon moyen, je trouve. Euh, D'autant plus si tu as une facilité à te souvenir de tes rêves, ça peut être encore oui, un très bon moyen parce que du coup, tes guides, ils le savent aussi et ils en profitent pour eux-mêmes te communiquer davantage de messages à ce moment-là, d'autant plus que quand tu dors, ton mental n'a pas la même activité. Et du coup, tu es beaucoup plus à même de recevoir des messages, tu es beaucoup plus ouverte, il y a moins de filtres en fait à ce moment-là. Donc oui, je sais que pour moi d'ailleurs ça marche aussi beaucoup comme ça, on communique beaucoup de messages la nuit. Josie demande quand on dit que nous avons des extensions, les guides sont-ils les mêmes pour tous? Tu peux répéter la question, Anatole? Pardon. Quand on dit que nous avons des extensions,
Oui. Les guides sont-ils les mêmes pour tous? Est-ce que c'est vrai que quand on demande un message, est-ce qu'on a tous les mêmes guides ou est-ce qu'il y a des, tu parlais en début de conférence, qu'il y a des guides qui sont des maîtres ascensionnés. Donc j'imagine que si on reçoit quelque chose de Maître Saint-Germain, c'est pas la même chose que si on reçoit la message pas d'un petit guide, mais on va dire de quelqu'un qui était un petit peu moins sur un certain plan. Bah, en fait, si, mais justement, ouais, c'est bien de parler de ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut se figurer dans le sens où on peut se dire, bah oui, les maîtres ascensionnés, ils sont plus grands que telle et telle personne ou quoi. Alors qu'en fait, non, en tout cas pas dans ce qu'ils veulent nous délivrer, dans l'énergie qu'ils veulent nous dispenser. Et en ce sens, très souvent, pas toujours, mais souvent les guides vont avoir tendance à masquer leur identité. Ils aiment pas trop dévoiler qui ils sont parce qu'ils préfèrent qu'on s'attarde sur ce qu'ils nous communiquent plutôt que sur qui ils sont, pour pas créer d'attache avec l'ego aussi quelque part, parce que eux ils considèrent justement qu'un message venu de Maître Saint-Germain ou un message venu de ton arrière-grand-père décédé, ça a le même poids en fait, puisque les deux sont des messages de guide, donc d'êtres qui veulent le meilleur pour toi. Donc il n'y a pas il a pas une parole qui sera plus sage que l'autre par rapport à ça. Ils ont une certaine égalité en fait, même s'il y a une hiérarchie spirituelle. Dans ce qui nous délivre, il y a vraiment une égalité et une unité même, je dirais. Alors, il y a une question intéressante de Manuela qui demande, est-ce que les guides peuvent nous dire si une personne est notre flamme jumelle? Et moi, je rajouterais, ou notre âme sœur. Notre âme sœur, oui. Les guides peuvent tout à fait répondre à ce genre d'interrogation. Ils peuvent même en communiquer plus en fait au sujet des liens d'âme parce que il y en existe plus que les flammes jumelles et les âmes sœurs. Il y a toutes sortes de liens amiques. Ils peuvent tout à fait s'exprimer sur le sujet. Après, si par exemple tu as une âme sœur, ils te le diront pas forcément. Par exemple, dans la mesure où ils peuvent estimer que c'est plutôt à toi de le sentir pour toi et de le confirmer pour toi que à eux de te l'expliquer. Après, ils peuvent aussi employer des mots différents pour qualifier ce lien de flamme jumelle que toi tu exprimes. Ils peuvent avoir plusieurs mots, plusieurs expressions d'ailleurs selon les situations et ce qu'ils veulent expliquer aux gens derrière ça. Parce que dans tout lien de flamme jumelle, c'est pas forcément derrière les mêmes buts, les mêmes expériences. On est tous différents, donc c'est vécu différemment pour chacun et tout ça. Donc ils diront pas forcément à une personne, voilà, telle personne est ta flamme jumelle, et ils expliqueront aussi, comment dire, si jamais ils expliquent, ok, oui, c'est bon, ils le formuleront pas comme ça, mais oui, c'est bien ta flamme jumelle. Ils expliqueront aussi derrière, parce que c'est surtout ça qui les intéresse finalement, c'est pourquoi il y a cette personne dans ta vie actuellement. Qu'est-ce que ça signifie en fait. Ouais, je comprends. Alors, Régine demande, est-ce que nos guides sont à l'extérieur de nous ou sommes-nous finalement notre propre guide? Ouais, bah oui, hein, on est notre propre guide, c'est très juste. Ces guides, encore une fois, on peut se les représenter à l'extérieur de nous, comme on peut tous se représenter à l'extérieur de nous. Mais sachant que tout ce qui est à l'extérieur de nous est le reflet de ce qu'il y a en nous, ces guides, ils sont avant tout en nous. Et c'est bien parce qu'ils existent à l'intérieur de nous qu'ils peuvent aussi exister à l'extérieur. Voilà. Mais effectivement, et ça aussi, c'est le but des guides quelque part, c'est de nous faire comprendre que nous sommes notre propre guide, effectivement. Et leur but, c'est aussi de nous aider à retrouver notre propre pouvoir personnel. Effectivement, en ça, ne pas accorder, par exemple, davantage de confiance à l'extérieur qu'à l'intérieur, même si c'est à eux, projeté à l'extérieur. C'est important qu'on garde toujours notre libre arbitre et que, voilà, les guides ont une façon de voir les choses, ils nous la communiquent, mais
on n'est même pas obligé d'être d'accord avec eux de toute façon. Alors, Ralph demande, j'écoute souvent sur YouTube de l'hypnose régressive par différents protagonistes. Et l'on s'aperçoit que souvent les âmes sont phagocytées. Qu'en dites-vous? Je réfléchis avant de répondre. Comment ça, les âmes sont phagocytées, en fait? Je comprends pas. Que visiblement, peut-être à force de faire peut-être trop par rapport à enfin, je sais pas, quand il parle, lui, c'est par rapport à l'hypnose régressive. Donc, est-ce que c'est. Est-ce que. En tout cas, c'est un support intéressant, l'hypnose régressive, dans la mesure où ça nous intéresse, ça peut nous apporter des informations. Après, je comprends pas le sens des âmes phagocytées. Écoute, Ralph, reformule si tu veux ta question et je la reprendrai un peu après. Alors, Plexus dit, est-ce qu'un guide peut être un animal? J'ai l'impression que mon chat me parle et c'est vrai que le chat, contrairement, moi je trouve, au chien, je trouve que le chat, on a toujours dit que le chat était très spirituel. Est-ce que les chats ont ce côté un petit peu, est-ce qu'ils ont un côté spirituel un peu plus développé que, j'ai envie de dire, les autres animaux? Est-ce qu'ils sont là, à la fois, j'ai envie de dire qu'il y avait des chats qui captaient nos mauvaises ondes, que les chats pouvaient nous soigner, que les chats avaient ce côté médium, que les chats avaient… Donc, qu'est-ce que le chat représente véritablement? Quand un chat arrive dans une maison, je pense que ce n'est pas par hasard, pardon, mais pourquoi? Ouais. En fait, les chats, effectivement, alors c'est pas forcément qu'ils sont plus spirituels que les autres animaux, mais en tout cas, ils vivent, ils évoluent dans un monde, dans un plan particulier qui est vraiment entre. Ils sont très souvent dans l'astral, en fait. Donc ils sont vraiment dans. J'allais dire, ils sont dans un plan entre l'astral et ici, mais même pas. En fait, ils sont beaucoup plus dans l'astral. Simplement, ils font des allers-retours en permanence. Donc, en ça, effectivement, ils ont aussi une faculté, comme tu dis, à guérir, à capter des énergies aussi que nous, on ne capte pas forcément. Et ce genre de choses. Mais les chats, c'est pas les seuls, en fait. Il y a plein d'autres animaux qui ont des capacités particulières aussi. Enfin, je sais pas, ça peut être les chevaux, les ânes, les oiseaux. Finalement, si on regarde bien, tous les animaux, ils ont une connexion particulière à l'astral et au monde subtil. Et en ce sens, ils ont tous quelque chose à nous transmettre. Surtout le cochon, apparemment, c'est ce qu'on dit. Ouais, mais c'est fort possible. C'est ce qu'on dit. On dit que le cochon est très intelligent. Alors voilà. Quand je dis cochon, c'est cochon animal, hein, attention. C'est pas cochon homme, c'est pas pareil. C'est pas le même. C'est pas le même. Alors, Fleur de Vie. Mais en tout cas, oui, pour finir de répondre à sa question, les animaux, les chats, ça peut tout à fait être des guides, c'est clair. Ouais, c'est ce que je pense, aussi. Ouais. Alors, Fleur de Vie demande, est-ce qu'on peut demander à nos guides d'aider quelqu'un de proche et de s'adresser directement à ces guides? Ouais, c'est une belle question. Si la personne elle-même n'a pas fait la demande. D'accord. Mais oui, c'est tout à fait possible, en fait. Tu peux. Alors, si tu t'adresses directement au guide de la personne, même si c'est dans un but de bienveillance et d'aide à la guérison, par exemple, c'est quand même important de demander à cette personne son accord, en fait. Voilà, est-ce que tu es OK que je fasse appel à tes guides pour t'aider? Voilà, c'est vraiment important d'avoir l'accord de la personne. Après, tu peux aussi appeler tes guides à toi. Ça fonctionne aussi tout à fait. Mais c'est vrai que quand tu formules cette intention, quand tu fais ce vœu-là, c'est quelque chose de très très efficace pour l'autre personne, en fait, parce que la puissance de l'intention combinée à la puissance de la prière combinée à la présence et à l'énergie de différents guides, et notamment des guides qui portent une énergie de guérison dans ces cas-là, ça peut être quelque chose de très très puissant. Et alors si en plus il y a l'amour pour cette personne, voilà. J'imagine, ouais. Encore plus puissant. Marie, je vais profiter pour présenter ton atelier. Je prendrai la suite des questions après.
Donc, Marie, tu proposes donc un atelier qui s'intitule Comment se relier à ses guides et être à l'écoute de sa guidance. Cet atelier aura lieu donc le 18 novembre au prix de 49 euros. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet atelier, Marie? Alors, ce qu'on va faire dans cet atelier, de tête, je ne me souviens plus tout, mais ce que je peux expliquer, c'est que il y aura, ouais, je vais pas trop en dévoiler parce que j'aime bien que ce soit la surprise aussi, mais on va du coup se connecter à nos guides forcément et en ça découvrir peut-être quels peuvent être certains de nos guides propres à nous. Euh, on va aussi exploiter le sujet de comment ne plus avoir peur en fait finalement d'attirer des énergies négatives, comment ne plus avoir peur aussi de la lumière aussi en fait, parce que dans les deux cas c'est ce qui nous empêche bien souvent de nous connecter à nos guides. C'est cette peur d'attirer le négatif et en même temps cette peur d'attirer le positif parce que c'est quelque chose qui peut être très impressionnant aussi. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? On va, comme dans tous les ateliers, beaucoup échanger chacun sur nos expériences aussi par rapport à ça. Après, je vais aussi donner des outils au quotidien, des outils de communication au quotidien, mais c'est aussi quelque chose qu'on va élaborer ensemble, d'un support particulier. Voilà. Bon, après, c'est vrai que tes ateliers, pour avoir participé à quelques-uns, s'accompagnent toujours de pas mal d'exercices. C'est vrai que tu fais bosser les gens. Tu sais, des exercices, toujours une méditation, mais qui est assez sympathique parce qu'elle permet un petit peu de détendre un peu l'atmosphère. Et après, c'est beaucoup d'exercices. Et c'est vrai que les ateliers de Marie, ils sont très dynamiques, ils se font dans la joie, ça rigole, c'est sympathique. C'est vrai, tout à fait. C'est vrai que ça peut paraître un peu scolaire de prime abord, alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est plutôt quelque chose d'interactif. Mais les exercices, c'est bien parce que ça permet d'ancrer quand même déjà les choses qu'on a, dont on a parlé. C'est pas simplement des discussions, c'est vraiment atelier pratique, quoi. C'est ça, tout à fait. Je vais vous mettre pour les personnes qui sont présents ce soir le lien dans le chat. Vous pouvez retrouver pour les personnes, vous pouvez trouver déjà, il est déjà sous la vidéo, vous avez le lien. Alors c'est vrai que les ateliers de Marie, donc comme je vous dis, c'est toujours très sympathique. Il y a toujours une bonne ambiance et puis les personnes qui ont fait les ateliers avec Marie ont toujours beaucoup apprécié. D'ailleurs, tu as souvent un petit peu les mêmes personnes qui te suivent. Ouais. D'atelier en atelier sans Mysteria, c'est rigolo. Non, ouais, c'est très sympa. Voilà, alors donc ce qu'on avait mis, nous, rencontre avec un ou plusieurs de ces guides. Avec quel canot suis-je le plus à l'aise pour communiquer avec mes guides? Établissement en commun d'une routine quotidienne personnalisée pour être davantage à l'écoute de sa guidance. Au-delà de tous les maîtres enseignants et être cher, être son propre guide, sa propre étoile sur son chemin. Comment mieux guider les autres en étant un lien permanent avec ses guides. Voilà. Je voulais raconter une petite anecdote aussi, si tu permets, Anatole. Mais je t'en prie. Reprendre les questions, tu sais, c'est ce que je te racontais tout à l'heure sur le rêve que j'ai fait cette nuit. En fait, c'est une petite anecdote pour vous expliquer aussi comment, malgré elle, ou pas d'ailleurs, mais l'ombre peut être au service de la lumière. Et c'est aussi justement quelque chose que mes guides m'apprennent beaucoup dans mon parcours à moi. Donc ne plus avoir peur de l'ombre en fait. Et à travers l'expérience que je vais vous raconter brièvement, c'est ce qu'ils ont voulu m'enseigner en fait, dans le sens où effectivement, encore une fois, l'ombre peut aussi être au service de la lumière. Et donc cette nuit, j'ai rêvé que une ombre, une force obscure qui prenait différentes apparences. Alors à un moment donné, c'était une énorme panthère noire. Après, c'est devenu deux hommes en noir qui m'ont kidnappé. Enfin voilà, c'est une ombre qui a pris plein d'apparences différentes. Qui m'a en fait intimé tout le long du rêve, qui a duré assez longtemps, de ne pas faire la conférence ce soir. Et du coup, cette force sombre là qui a pris toutes ces apparences cherchait énormément à m'intimider, enfin à m'agresser en fait même carrément. C'était assez dur. Ça m'a fait assez peur dans mon rêve sur le moment.
Voilà. Et en fait, cette force ne m'a pas lâchée jusqu'à ce que dans mon rêve, je dise à Anatole, bon, bah, ok, je suis désolée, mais je ne ferai pas la conférence ce soir. Et dans ce rêve, j'étais très bien entourée, j'étais vraiment protégée. Il y avait plein d'êtres autour de moi, notamment mes parents, mon père décédé aussi qui était là. Et ils voulaient tous me protéger, mais en fait, ils pouvaient pas faire grand chose finalement pour me protéger de cette ombre. Ils me faisaient bien comprendre que il y avait que moi qui pouvais faire quelque chose pour moi-même. Et à un moment donné, là, donc cette ombre a pris l'apparence de ces deux hommes en noir et ils m'ont kidnappée dans une voiture. Après, je me souviens plus du reste. Et voilà, après ça, je me suis réveillée. Je me souviens plus ce qui s'est passé après l'épisode de la voiture. Mais c'est un rêve qui a été assez long. Et ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, bon, bah ok, qu'est-ce que je fais en fait Est-ce que je dois faire cette conférence ou pas? Et puis, en discutant avec mon ami, je me suis rendu compte que c'était simplement une tentative d'intimidation. Et alors, je me suis demandé, et j'ai demandé à mes guides d'ailleurs pour le coup, mais pourquoi cette tentative d'intimidation et cette attaque aussi d'ailleurs, alors que voilà, je vais rien expliquer non plus d'exceptionnel ce soir, c'est simplement une conférence, un échange comme un autre. Et ils m'ont répondu, mais en fait, c'est pas le contenu de tes propos ce soir qui les dérange et qui dérange cette force. C'est simplement la lumière et l'énergie qui circulent à ce moment-là, en fait. Et du coup, c'est là où j'ai compris que, comme je le disais tout à l'heure, l'ombre pouvait être au service de la lumière, parce qu'au final, ça m'a juste motivé davantage à faire cette vidéo avec vous ce soir. Et voilà, pour ça, c'était vraiment une bonne expérience. Et ça m'a donné une force et un courage vraiment supplémentaire après. Et je me suis dit, bah oui, voilà, en fait, ils ont eu l'inverse effet de ce qu'ils recherchaient. Je peux te l'assurer, vu le monde qu'il y a ce soir, c'est l'effet inverse. Non, visiblement, tu vois, Marie, ce ne sont pas les ombres qui ont peur ce soir. Apparemment, je vois dans le chat que je fais peur à quelqu'un, un capitaine Atlas. Alors, je ne sais pas trop pourquoi je te fais peur. Peut-être que c'est mon casque rouge à la Dark Vador qui te fait peur, j'en sais rien. Mais je te rassure, je ne mange pas. Enfin, pas encore. Bien que j'ai faim, mais ce n'est pas toi que je mangeais ce soir. Donc, tu n'as aucune inquiétude à avoir. Je n'ai encore jamais mangé personne sur cette chaîne. Ça viendra peut-être un jour, on ne sait jamais. Voilà. Allez, on va continuer. Isabelle demande, je fais ma première conférence pour une méditation. Je demande à mon guide qu'est-ce qu'il pense. Qu'est-ce que pense l'archange Michael de m'accompagner? Est-ce qu'il sera auprès de moi et me guidera? En fait, elle voudrait faire une première méditation. Elle voudrait savoir si, en faisant une première, en demandant à l'archange Michael, est-ce qu'il sera avec elle? Oui, c'est une chouette question et bien sûr, tout à fait. Si tu le demandes et voilà, d'autant plus si tu le demandes avec ton cœur, cette demande, elle peut pas être refusée, au contraire, parce que ce guide, il se ferait simplement un plaisir d'être là pour toi à ce moment-là et de t'accompagner dans ce moment-là. Tu peux aussi, pour essayer d'amplifier cette demande de ta part, tu peux aussi visualiser avant ou pendant la méditation que cet archange, il prend place à tes côtés. Tu peux visualiser, voilà, tu peux le voir venir à toi, par exemple, et puis te concentrer sur ce qui dégage en termes d'énergie, mais aussi sur comment toi tu le perçois, sur les traits de son visage, par exemple. Tu peux aussi visualiser un moment d'échange physique avec lui où tu lui touches les mains ou alors lui il peut aussi caresser tes cheveux. Enfin, tu visualises absolument tout ce que tu veux en fait, mais du moment que ça t'aide à sentir et à amener sa présence, c'est vachement bienvenu parce que ça renforce encore ses énergies en fait. Voilà. Alors, il y avait donc une question de Tonton qui demande la manière dont vous vivez vos émotions n'est-elle pas simplement une forme d'hypersensibilité que vous n'arrivez pas à surmonter, d'où ce besoin de créer un guide comme un copain imaginaire? Bonsoir, tonton.
Je trouve ta question très intéressante aussi. Je pense même d'ailleurs que je me la suis posée moi-même pas mal. Plus maintenant, mais il y a quelques années, j'ai pu ouais, me la poser beaucoup, notamment quand j'ai commencé à développer ce contact approfondi avec mes guides. Parce que forcément, moi-même, hein, je me suis demandé si tout ça était bien réel, si j'étais pas folle, etc. Enfin voilà, mon mental s'est beaucoup immiscé aussi là-dedans. Mais en fait, très vite, c'est devenu une évidence que non, que c'était pas simplement parce que je ne savais pas gérer ma sensibilité ou mes émotions ou quelque chose comme ça. Après, c'est certain que ma sensibilité m'a aidé aussi à les percevoir, à un moment donné, pouvoir rentrer effectivement, euh, comment dire, en communication avec eux de façon assez fluide. Ouais. Parce que cette sensibilité m'aide à percevoir et à sentir des choses que avec moins ou peu de sensibilité, on n'arrive pas à percevoir. Donc en sens, voilà, pour répondre à ta question, je considère que si ma sensibilité elle a une part là-dedans, notamment dans mes perceptions par exemple, c'est plutôt une aide et un support en fait finalement, quelque chose, oui vraiment une aide. Après, percevoir les guides à l'extérieur de moi, c'est vrai qu'au début je les percevais beaucoup comme ça, parce que mon cerveau avait besoin de s'acclimater déjà à leur présence avant d'arriver à comprendre que ce que je visualisais à l'extérieur était à l'intérieur. Mais voilà, tout ça, je considère que c'est une richesse en fait, parce que ça m'apporte vraiment un panel d'expérience et de vision, de contact, de communication, de savoir, etc., etc. Euh, voilà, plus large. Et voilà, c'est chouette. Merci. Alors, Jean-Charles demande, on dit que l'ombre est au service de la lumière, mais ceux qui ont eu des idées de génie pour créer des armes dévastatrices, par exemple, que peut-on ajouter sur ces faits? Oui. Alors, vu comme ça, effectivement, dans ce plan-là, on ne peut pas se dire que l'ombre est au service de la lumière. Après, ceux qui ont eu, par exemple, parce qu'on peut trouver plein d'autres exemples aussi par rapport à ça, mais des gens qui ont eu des idées de génie qui menaient vers la destruction, c'était pas forcément des idées de génie déjà. Mais comme c'était tourné vers un plan destructeur, c'était pas forcément, c'était pas la lumière qui leur parlait non plus. Effectivement, c'était l'ombre. Donc là, pour le coup, dans un plan premier, on peut dire l'ombre était au service de l'ombre parce que c'est l'ombre qui t'a fait inventer telle arme, par exemple. Après, si tu regardes ça d'un plan beaucoup plus large, beaucoup plus éloigné, il y a plein de raisons à ça, en fait. Et tu peux te dire, ok, dans l'absolu, dans un premier temps, eh bien, ça a tué, par exemple, des milliers de gens, etc. Il y a eu tel traumatisme, tel drame, telle catastrophe. Mais derrière ça, peut-être que ça a pu amener d'autres choses positives et que si qui s'est construit et reconstruit derrière, c'était peut-être encore plus fort, peut-être encore plus développé, encore plus uni, enfin, j'en sais rien. Peut-être pas aussi, mais dans tous les cas, il y avait une raison à cela et automatiquement, ça servait quelque chose. C'est-à-dire que ça nie pas du tout, évidemment, le fait qu'il y a eu et il y a toujours des choses absolument abominables qui se produisent. Pour autant, effectivement, elles ont toujours un sens. Et même si on peut pas toujours dire dans un premier temps, ok, ça sert la lumière, en finalité, si, parce que ça amène toujours à un moment donné à développer ta conscience sur le fait justement, par exemple, que y a d'autres choses plus positives, par exemple, que ces armes de destruction, que ce qui est créé en matière de destruction, et que toute destruction appelle aussi une construction derrière.
Donc, ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait d'abominable et compagnie, c'était bien, il fallait le faire. Ça veut juste dire que derrière, euh, il y a eu ça a servi quelque chose. Sur le plan de l'évolution, ça a servi quelque chose. D'accord, merci Marie. Alors, est-ce que on peut recevoir, tiens, c'est une bonne question, Bonbon Chocolat qui demande, est-ce que les guides sont-ils les extraterrestres? Peut-on être en contact avec des extraterrestres qui vont avoir les mêmes effets en fait que les guides? Ou est-ce que c'est deux choses différentes? Non, non, tout à fait. Encore une fois, les guides peuvent prendre toutes sortes de formes, donc ça peut complètement être des extraterrestres si ce sont des êtres auxquels tu es lié en fait. Si par exemple ces extraterrestres-là font partie de ta famille d'âme, ou si à un moment ou à un autre de ton histoire tu as été lié avec eux, ça peut tout à fait être des guides. Après, je sais pas, dans un autre exemple, admettons que tu sois en contact avec des extraterrestres qui ne veulent pas ton évolution. C'est possible, parce qu'il y en a aussi. Euh, Ça veut pas forcément dire que c'est tes guides, évidemment, mais ça veut dire que à un moment donné, ton âme, de près ou de loin, pour une raison ou une autre, elle a été liée avec ces extraterrestres-là. Dans le sens où automatiquement, c'est pas une race inconnue en fait. C'est forcément une énergie avec laquelle, à un moment donné de ton parcours, il y a eu un lien, un échange, quelque chose, une interaction. Alors, je vois que ma croix intrigue beaucoup de personnes ce soir. Alors, oui, c'est une croix des Templiers. Est-ce que j'ai des croyances cathares? Oui, parce que c'est vrai que j'habite pas loin du pays cathare et je m'y suis intéressé. Ma mère avait un ami qui était vraiment spécialiste des cathares. J'ai vraiment pu apprendre toute leur histoire. Effectivement, oui, il y avait, je pense que c'était un peuple très, très, très évolué, enfin des gens qui avaient une philosophie très évoluée pour l'époque, hein, j'entends. Voilà. Mais oui, voilà. Après, je l'ai pris parce que moi, elle m'a tiré. Voilà. Après, vous inquiétez pas, hein, je suis pas un gourou. Je vais pas commencer à en distribuer à tout le monde. Il n'y a pas de souci. On va pas tous se retrouver avec la croix en début de conférence. Moi, je l'aime bien parce que je trouve sympa, c'est tout. Après, voilà. Voilà, il n'y a pas de souci. J'ai pas de bague, j'ai pas de collier. Des fois, je porte une montre. Voilà. N'y voyez pas quelque chose de vous dire, ah, ça y est, Non Anatole, mais il a très viré, bien, là, ça y est. on la voit bien, mais c'est comme si tu l'avais toujours portée en fait. C'est ça, c'est ça. Non, 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 mais c'est vrai que je sais pas, ça m'attire, ça m'attire. Ça m'attire. Moi, c'est vrai que vu comme ça, quand je vois la caméra, ça pourrait aussi, ça fait presque une croix de fer allemande. Bon, je sais pas trop quel sens ça a tout ça, mais non, non, j'aime bien. Voilà, je dors avec. Non, non, je trouve sympa. Je trouve sympa. Bien. Alors, Anatole est un franc-maçon. Pas du tout. C'est pour commencer à dire des conneries, c'est pas la peine non plus. C'est pas parce que je porte une croix que je suis un franc-maçon, c'est pas parce que je porte une croix que je suis un ancien templier, c'est pas parce que je porte une croix. Je pense que vous avez tous des bijoux apparents, c'est pas pour autant que voilà, vous êtes extraterrestre ou que vous êtes machin, non, pas du tout. Je suis pas du tout franc-maçon et je risque pas de l'être. Alors, je vais continuer avec les questions. Alors, Darla demande, est-ce que tu vois les défunts? Oui, tout à fait. Dans là, je peux voir les défunts. Je peux dans la mesure où je les vois pas tous automatiquement, notamment parce qu'il y en a beaucoup et parce que je suis pas toujours aussi dans le même état de réceptivité. Néanmoins, je peux complètement les voir et à défaut de les voir, donc si c'est pas le cas, je peux aussi complètement les sentir, les entendre et être oui, communiquer avec eux. Tout à fait. Bah, en fait, à partir du moment où j'allais dire, tu vois un plan, en tout cas, effectivement, où tu interagis avec un plan, automatiquement, petit à petit, tu vois, alors pas tous les autres, parce qu'il existe une infinité de plans, mais tu en vois toujours davantage, en fait. Et tu peux communiquer, du coup, avec plein de sortes d'êtres différents. Hmm.
Alors, je vais répondre pour plusieurs personnes qui sont arrivées entre-temps et qui posent, a-t-on toujours les mêmes entités au cours de notre vie? Non, pas forcément. C'est ce que tu expliquais, Marie. Oui. Ça peut changer au fur et à mesure. Non, non, ça peut changer au fur et à mesure. Je réponds parce que pas mal de personnes posent ces questions-là. Donc, ça peut Mhm. changer. Voilà. Fabienne demande, pensez-vous que le tremblement de terre aujourd'hui en France est un jeu divin des aides de lumière lié au portail du 11-11-11? Quel est le message? Alors, je vais me concentrer avant de te répondre parce que d'emblée comme ça, effectivement, je pense qu'il y a un lien entre le tremblement de terre et le portail. Néanmoins, je ne me suis pas concentrée sur savoir quel lien était-il. Donc, si on peut regarder, d'ailleurs, si d'autres personnes en même temps que moi reçoivent des réponses, partagez-les. Dans ce que je comprends comme ça, c'est en fait, j'allais dire, il y a la notion de faille. Alors, c'est pas forcément que ça crée une faille, peut-être même que c'est pas le cas. En tout cas, dans comment je le perçois, ça fait effectivement une secousse qui a voulu creuser, en tout cas ouvrir, comme ouvrir une brèche pour laisser passer davantage de lumière. Mais il y a aussi quelque chose, si je comprends bien, avec l'intraterre, comme si ça voulait, comme si ça avait voulu créer une sorte de pont énergétique pour que, sur les plans subtils du coup, pour l'instant, mais que la communication entre l'intraterre et nous, la surface, j'allais dire petit à petit, en tout cas, se mette encore davantage en place. Il y a vraiment quelque chose avec l'intraterre, dans ce que je perçois en tout cas, et quelque chose avec l'idée vraiment de laisser passer davantage de lumière, en fait, tout simplement. Et ça parle aussi d'un espèce de gros changement énergétique qu'on vit depuis déjà un moment, mais là avec ce portail d'autant plus. Un changement énergétique qui a fait effectivement ouais, réagir Gaïa, enfin ça l'a fait trembler parce que bah comme nous, bah, c'est marrant parce que depuis un moment, ça doit faire au moins une demi-heure déjà que je tremble un peu comme une feuille. Mais j'allais dire, voilà, comme nous, quand on reçoit pas mal d'énergie, on peut avoir aussi des tremblements du corps. C'est des mises à niveau, en fait. Voilà. Et l'énergie aussi, peut-être qui a du mal à être contenue de la même façon, qui du coup déborde un peu et ça se. C'est voilà, c'est c'est ce que je reçois en termes de réponse. Après, encore une fois, si vous avez d'autres réponses à apporter, ça peut être bien de les compléter. En tous les cas, où il y a eu un tremblement de terre, moi je suis vraiment dans la région où il y a eu ce tremblement de terre. Personnellement, je n'ai rien ressenti, mais visiblement, effectivement, je vois Christophe qui met, j'ai senti ça très fort. Effectivement, il y a des gens pour qui ça a Ouais. vraiment. J'ai vécu une fois un tremblement de terre, c'est assez étrange. Ouais. C'est assez rigolo comme sensation, mais bon. Voilà. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu de dégâts. Alors, capitaine demande, Marie, es-tu en contact avec une entité? Si oui, puis-je lui poser une question? Avec une entité particulière, tu veux dire, ou est-ce que oui, c'est ça, avec une entité particulière. En fait, je suis en contact avec de multiples entités. Mais encore une fois, je suis loin d'être la seule. Après, bah oui, il y a comment dire des présences plus palpables que d'autres qui m'accompagnent, mais c'est jamais une seule entité qui répond. C'est vraiment, en tout cas pour moi, c'est toujours une somme d'énergie mise ensemble. En tout cas, voilà, tu peux lui poser une question tout à fait si tu veux. Voilà. On va attendre qu'il écrive. Alors Audrey demande, coucou Marie, peux-tu demander aux anges un soin efficace afin de me débarrasser de mon psoriasis que je subis depuis mes plus de 8 ans? Bah ouais, Audrey, bien sûr. Je vais le faire tout de suite, mais peut-être on va le faire ensemble. On peut prendre quelques secondes pour ça. Ou toi aussi, Audrey, puis même tous ceux qui ont envie de partager ce moment pour l'aider peuvent le faire. Donc on les contacte ensemble et simplement. Bon, moi je ferme les yeux, ça aide à me concentrer. Après, vous pouvez les garder ouverts. Et voilà, on essaye de placer notre conscience au niveau du cœur. Et à partir de cet espace-là, on demande aux anges et aux archanges de bien vouloir aider Audrey à la libérer de tout
psoriasis et à, à la cause peut-être de ce psoriasis qui manifeste cela chez eux. Voilà, on met toute l'intention qu'on peut et ça suffit, c'est tout ce qu'il faut en fait. Voilà, et au passage, on transmet tout l'amour que les anges et les archanges envoient. Merci Audrey. Et, et on peut le refaire autant de fois qu'on veut, évidemment. Alors Marie, par contre, je ne sais pas pourquoi, mais il y a ta voix qui s'est transformée en robot. Alors je ne sais pas si c'est un défunt qui essaye de parler à travers ton micro, mais ouais, un petit peu, ouais. Un peu une voix de robot. Mais Ah, non, c'est mieux, c'est mieux. C'est quand tu t'es reculé que ça a fait ça. C'était rigolo. ça arrive. Merci beaucoup en tous les cas pour cette voilà. Alors Templar demande Marie, crois-tu à cette notion d'enfer-paradis? Quelle est ta vision là-dessus? Quelle est ma vision? Bah, c'est que c'est pas forcément la vision de la Bible. En tout cas, c'est la vision que oui, on peut dire qu'un enfer et un paradis existent, mais plutôt à l'intérieur de nous, encore une fois. Et que pour moi, l'enfer, ce qui représente l'enfer, c'est vraiment tout ce qui représente les vibrations basses, tout ce qui nous plonge dans les affres du mental, tout ce qui nous fait ressentir des émotions lourdes, etc. Vraiment tout ce qui est relatif à ça. Et le paradis, c'est plutôt les sphères supérieures, tout ce qui nous amène la joie, l'inspiration, la béatitude, etc. Mais voilà, pour moi, l'enfer et le paradis, ça se situe en fait sur Terre et ça se situe vraiment à l'intérieur de nous. Et c'est simplement à un moment donné, en fait, on peut côtoyer les deux. Et c'est comme si, tout ça c'est très imagé, mais c'est comme si à un moment donné, on nous demandait finalement, ok, maintenant que tu as expérimenté les deux, bah, choisis ton camp. Est-ce que tu as envie d'expérimenter plutôt l'enfer ou plutôt le paradis? Et à partir de là, tu peux vraiment vivre les deux sur Terre dans ton expérience, en fait. Est-ce que ma réponse est claire? Sinon, je peux développer. Non, très bien, Marie. Je vais quand même répondre juste à Capitaine, parce que Capitaine, je pense que tu n'as pas dû comprendre un petit peu le but des émissions. Le but, on n'est pas sur une chaîne de paranormal à essayer de faire peur. Ce qui te demande, en fait, peux-tu demander à l'entité avec qui tu es en contact qu'il aille chez lui pour foutre le bordel. On n'est pas dans une émission, si tu veux, à sensation pour faire peur. Tout à l'heure, tu disais que mon visage te faisait peur. Crois-moi que si tu as un poltergeist chez toi, mon pauvre, tu vas passer une très mauvaise soirée et là, tu vas vraiment, vraiment avoir peur. Donc, c'est pas du tout le but de cette chaîne que de faire ce genre d'émission. Donc, voilà, la réponse est non. Voilà, d'entrée, elle est non. C'est pas du tout ce qu'on fait ici. Alors, Mireille demande, Marie, je ne comprends pas pourquoi mes cheveux ne repoussent pas suite à une pelade. Ai-je encore quelque chose à régler? Merci. Suite à une quoi? Pelade. Pelade? D'accord. Il y a peut-être eu un choc ou je sais pas ce que tu as vécu en fait, ce qui s'est passé pour toi. Mais j'ai l'impression, ce serait bien que tu me le confirmes d'ailleurs, qu'il y a eu un choc ou quelque chose pour toi, ou une peur, mais quelque chose d'assez fort et impactant. Et du coup, effectivement, tes cheveux ont du mal à repousser maintenant. C'est quelque chose qui peut éventuellement changer, mais j'essaye de comprendre bien. C'est comme s'il y avait une émotion en toi ou quelque chose à libérer pour que tes cheveux puissent repousser. Sur un
plan plutôt physique, j'entends qu'ils conseillent aussi, pourquoi pas, la coupe énergétique. Ça peut les aider. Après, il me semble que, tu sais, les cheveux, ça représente aussi nos nadis. Et il est possible que ce choc, ou en tout cas ce truc qui t'a impacté, est aussi un peu, je trouve le bon terme, mais comme choquer tes nadis, en fait, tout simplement. Ça fait un espèce de peur en toi, ou un truc qui a fait un arrêt, en fait. Et maintenant, pour que ça puisse revenir, il y a besoin d'arriver en toi à libérer là, cette émotion qui bloque ce truc-là. Après, quelle est l'émotion en l'occurrence, je ne sais pas, je pense que toi, tu le sais certainement mieux que moi. Mais si je comprends bien, il y a vraiment un lien avec ça. D'accord. Merci Marie. Alors, Philippe demandait, on dit qu'il y a des familles d'âmes. Y a-t-il aussi des familles de guides? Ouais, c'est une jolie question. Des familles de guides. C'est-à-dire des guides qui sont frères et sœurs d'âme entre eux, par exemple. C'est ça, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, on peut retrouver dans la même famille d'âmes plusieurs guides. Mais en fait, quelque part, c'est beaucoup plus simple que ça. Si on reprend le fait que même nous, par exemple, Anatole, moi, n'importe qui, on peut être des guides, parce qu'on est toujours, de toute façon, à un moment donné, un guide pour quelqu'un. Du coup, on peut effectivement, dans n'importe quelle famille d'âmes, retrouver plusieurs guides ensemble. Mais des familles isolées, ou simplement ce sont juste des guides à part entière qui ont simplement ce rôle-là quelque part, non, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Du coup, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais non, c'est plus le fait qu'on peut retrouver plusieurs guides au sein d'une même famille. Mais simplement des familles de guides, non. Okay. C'est pas comme s'ils vivaient tous dans une, j'allais dire, dans une maison. Dans un même lieu isolé. Dans un appart 3 pièces. Non, j'imagine. On imagine, ouais. Alors Sylvie demande, j'aimerais savoir si c'est possible, pourquoi tous les matins je ne me souviens jamais d'aucun rêve. D'accord, Sylvie. Déjà, je ne sais pas, se demander si ça a toujours été le cas ou pas, ou si ça a commencé à un moment particulier de ta vie. Et après, tu peux aussi faire la demande de t'en souvenir. Par exemple, demander à tes guides, ou demander à ton âme, ou à qui tu veux, dans le fond. Et tu peux aussi travailler en ce sens. C'est-à-dire essayer à travers différentes techniques, d'ailleurs je ne les connais pas toutes, mais à te souvenir de tes rêves au réveil, par exemple. D'ailleurs, ce qui est peut-être efficace, c'est de prendre un petit calepin, un petit stylo avec lesquels tu dors, et puis quand tu te réveilles, vraiment les premières secondes où tu ouvres les yeux, tu prends ce réflexe de noter ce dont tu te souviens. Parce que très souvent, en tout cas, il est possible que quand tu ouvres les yeux, tu t'en souviennes encore, mais que quelques secondes ou minutes après, hop, ça s'évapore dès l'instant en fait où ton mental revient finalement. Après, oui, en termes de technique, je connais pas trop, mais je sais que tu peux programmer en fait vraiment ton cerveau et ton inconscient pour ça. Je sais qu'il existe aussi des techniques pour faire des rêves lucides, des rêves conscients, où du coup tu te souviens même. Enfin, tu te rends compte que tu rêves pendant que tu rêves. Mais attends, je réfléchis à quelque chose. Ouais, je sais pas, il faudrait que tu trouves la technique qui te parle à toi, la technique la bonne pour toi, pour arriver à travailler ce truc-là. Mais ouais, je sais, non, je réfléchissais, mais je sais pas trop quoi en dire de plus en fait, parce que c'est vrai que c'est difficile mais je pense que ce qui peut l'aider, déjà, ce qui peut t'aider, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tu te souviens pas de tes rêves en fait, depuis quand ça dure. Est-ce que c'est suite à un truc précis? Est-ce que c'est parce que tu as des rêves, des nuits agitées? Est-ce que c'est parce que tu te réveilles souvent la nuit? Est-ce que c'est parce que
les rêves que tu fais, ben, t'as pas trop envie de t'en souvenir quelque part. Enfin, voilà, essayer de trouver un peu déjà la raison qui fait que, et ensuite, ben, ouais, travailler en ce sens à travers des techniques, je te dis, qui te parleront à toi, d'arriver à développer un peu ce truc-là. Super, merci. Alors Bruno demande, quand je sors en astral, je vois des visages que je ne connais pas. Ils ne me parlent pas, me regardent, l'air étonné, mais pas de son. Comme si le son d'une télé était coupé. Avez-vous une idée? Ouais, ça me rappelle aussi mes expériences, en fait, ce que tu décris là, parce que c'est quelque chose que je vis aussi. Alors, moins souvent maintenant, mais pendant longtemps, ça m'arrivait très souvent. Euh, et en fait, alors, ça peut représenter soit toi, soit différents visages de toi à des époques, voire des incarnations différentes. Euh, mais ça peut aussi représenter des visages, des présences que tu as imprimées dans ton corps énergétique sans même t'en rendre compte. Parce que bah, parfois, on est assez ouvert sans même trop le sentir. Et puis, on peut voilà, se déplacer dans un endroit où il y a la foule, où il y a des gens, etc. Et imprimer tel et tel visage sans forcément se souvenir d'eux. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a eu une sorte de contact avec notre corps énergétique qui fait qu'on a imprimé leur visage. Et après, ça peut aussi être effectivement ni toi, ni des personnes que tu as déjà croisées, mais ça peut représenter des défunts, par exemple, qui circulent pas très loin et qui, de cette façon, peuvent aussi se manifester à toi pour demander à rejoindre leur plan. Ouais, ça peut être différentes présentes subtiles que tu captes, en fait. Voilà, il y a plusieurs raisons. D'accord. Alors Sylvia demande, bonsoir Marie, peux-tu me dire mes problèmes, mais au pied gauche, et ça peut un lien avec le transgénérationnel. Faut-il que je fasse une hypnose transgénérationnelle pour guérir ce pied gauche? Alors, pour moi, c'est difficile de répondre à cette question comme ça dans la mesure où je connais pas plus ton histoire ni ta situation. Mais dans ce que je pressens, alors déjà, ouais, ce que j'ai envie de répondre, c'est que si toi, tu sens que ça peut avoir un lien avec le transgénérationnel et que tu en parles de cette façon, c'est que effectivement, il y a sûrement quelque chose à creuser à cet endroit-là. Après, dans ce que je perçois, je sais pas du tout si c'est ta réalité. En tout cas, dans ce que je perçois par rapport à ce pied gauche, il y a quelque chose d'assez lourd en fait, comme si c'était un peu lourd et comment dire, j'arrive pas à trouver le terme, mais quelque chose de pas très leste en fait, de pas très souple, comme un poids, voilà, un truc un peu comme ça. Tu me confirmeras ou pas du coup. Et donc effectivement, ça peut s'apparenter tout simplement à un poids que tu portes ou que tu traînes, ou parce qu'en plus c'est vrai qu'avec le pied il y a ce lien avec le fait de pas arriver à avancer. Donc un poids certainement, après le transgénérationnel certainement aussi si tu l'évoques. Voilà, pour régler ça, toujours pareil, il y a plein de techniques différentes, tout dépend de ce qui résonne avec toi. Si c'est un truc de, comment dire, je sais plus comment tu as nommé ça du coup, mais quelque chose en lien avec la libération karmique, ben essaye ça. Et puis voilà, si tu vois que si jamais ça fonctionne pas, ben essaye autre chose. Et puis surtout, au-delà des techniques, reste dans cette optique de libération déjà de toi à toi, sans vouloir faire un truc en particulier, mais simplement en cultivant cet état d'esprit en toi à travers tes pensées, etc. Et que quand tu vois ou que tu sens que tu as des pensées, etc., qui te ramènent à ce schéma, à ce karma, à ce transgénérationnel, tout de suite de libérer ça et de dire ah oui, non, en fait, voilà, là je reprends ma pensée, en fait, et je déroule sur autre chose, quoi. Merci. Alors Maud demande, bonsoir. Lorsqu'on fait une méditation et un nettoyage énergétique, comment peut-on savoir si nos guides sont présents pour nous guider? D'accord. Tes guides, ils sont toujours présents, d'autant plus si tu fais des choses dans le sens de ton évolution. Plus tu vas expérimenter
oui, le nettoyage, en tout cas en termes de libération, ainsi que la joie surtout. Par exemple, je sais que ça c'est une émotion, en tout cas quelque chose qu'ils adorent, qui, qui les appelle vraiment beaucoup à nous rejoindre. Mais voilà, sans parler de la joie, si c'est quelque chose voilà, où tu te concentres sur ton évolution, ta libération, ta guérison, forcément tes guides ils seront avec toi. Et d'autant plus encore, enfin, pas d'autant plus, mais de façon encore plus palpable si tu les appelles avant, en fait. Et comment, ah oui, c'est vrai, comment savoir du coup, comment savoir qu'ils sont là? Tu peux le sentir dans l'atmosphère que ça émane autour de toi. Aussi, est-ce que tu sens, voilà, est-ce que tu sens du chaud autour de toi? Est-ce que tu sens plutôt du froid? Est-ce que à l'intérieur de toi, tu sens, bah voilà, effectivement, que ça fait monter une vibration plutôt haute? Est-ce qu'au contraire, voilà, c'est l'inverse? C'est vraiment comment appeler ça? En tout cas, des repères fiables pour savoir si vraiment ils sont là ou pas. Et puis après, tu peux aussi, c'est toujours pareil, mais leur demander de te confirmer leur réponse à travers un support un peu plus palpable. Alors, Philippe dit, y a-t-il une hiérarchie chez les guides dans le sens où il y a des jeunes âmes et des vieilles âmes? Si oui, un vieux guide a-t-il plus de pouvoir ou de facilité à communiquer avec quelqu'un plutôt qu'une jeune âme? Ouais. Alors, hiérarchie spirituelle, oui. Hiérarchie chez les guides, ça fonctionne un peu différemment. C'est pas marqué de la même façon du tout. Comme je le disais tout à l'heure, c'est plutôt, il y a quelque chose de plutôt égal et de surtout uni et unifié. Après, si par exemple tu es en communication avec tes guides, tu peux avoir souvent un porte-parole en fait, c'est-à-dire un être, une énergie qui s'exprime pour la somme des autres. Ce sera pas forcément toujours le même guide qui sera désigné. Encore une fois, c'est selon ce que tu vis à ce moment-là. Mais c'est vrai que bien souvent, les guides qui se présentent en tant que porte-parole, même si là encore c'est assez imagé ce que j'explique, c'est vrai que ce seront alors des guides plus vieux, en tout cas au niveau de l'âme évidemment, pas forcément. En tout cas, automatiquement des guides quand même qui ont une certaine sagesse et je réfléchis à comment dire ça aussi, mais une certaine sagesse et une certaine capacité à, à, à interagir avec ton énergie, une certaine capacité à se faire entendre, recevoir de toi plutôt, par rapport à ton énergie à toi. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple pour essayer d'être plus clair. Admettons que dans tous tes guides, tu as voilà, un vieux sage qui représente Merlin, et puis tu as aussi un petit chien tout fou. J'ai vraiment n'importe quoi. Dans ces deux guides-là, il est fort probable que ce soit le guide type un peu Merlin qui vienne t'exprimer des choses, parce que c'est celui qui sera le plus à même de le faire tout simplement. C'est-à-dire qu'au niveau de l'énergie qu'il émane, au niveau de la sagesse qui est imprimée en lui, au niveau de comment tourner les choses pour que tu puisses les recevoir surtout, du coup ce sera lui qui sera voilà, qui te communiquera des choses. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur à ton petit chien ou que voilà, ça n'a rien à voir avec cette notion de supériorité. C'est juste qu'il est plus en mesure de te faire passer certaines informations parce que tu es mieux à même de les comprendre venant de lui, de cette énergie à lui. Est-ce que c'est OK? C'est OK, Marie. Alors, je vais prendre une dernière question. Œil de Salamandre qui demande: que pensez-vous des 65 000 ans de tradition ésotérique exégète qui stipule que voir un mort, un ou de ce que vous appelez guide, est un rêve? Dixit tous les textes religieux et philosophiques. Que pensez-vous de la différence entre l'hypnagogie et la véritable sortie du corps? Savez-vous faire la différence? Si oui, comment? D'accord. Alors, il y a beaucoup de choses, donc je vais essayer
me souvenir de tout et de tout remettre en lien. Par rapport au fait que les guides, entre autres, peuvent être un rêve. C'est plus tout à fait comme ça que c'était formulé, mais en fait, dans ma façon de voir les choses, de façon très personnelle, le rêve, la réalité, ce sont deux choses qui se côtoient en permanence et qui se mélangent. Du coup, euh, là encore, c'est très personnel, ça n'engage que moi évidemment, mais par exemple, quand on rêve la nuit, c'est pas forcément moins réel que ce qu'on vit le jour. C'est juste des plans de enfin des plans différents. Après, comment c'était par rapport à la deuxième partie, c'était c'est quoi le nom? Parce que c'est un mot que je connais pas. Alors attends, oui, l'hypnagogie. D'accord. L'hypnagogie et les sorties de corps, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et la véritable sortie du corps. Savez-vous faire? Eh ben, du coup, effectivement, je peux pas faire la différence dans le sens où je ne sais pas ce qu'est ce mot. En tout cas, ce que je peux dire des sorties hors du corps, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose de réel aussi, qu'on peut expérimenter de façon incroyable, et qui, là encore, nous amène dans d'autres plans que celui que l'on connaît, que l'on côtoie. Si je peux répondre, Marie, l'hypnagogie est un état de conscience particulier intermédiaire entre celui de la veille et celui du sommeil, qui a lieu durant la première phase du sommeil, l'endormissement. Oui, ben alors en ce sens-là, ça a un rôle effectivement, notamment dans les sorties de corps, et voilà, parce que c'est une sorte, oui, d'état modifié de conscience en fait, dans le sens où dans cet état-là, le mental est complètement en veille, donc ça nous permet d'accéder beaucoup plus facilement à d'autres plans, notamment par exemple lors de sorties hors du corps, où tu peux expérimenter des choses très réelles et très concrètes, même si elles sont pas forcément vérifiables et palpables dans notre plan à nous. Et voilà, c'est aussi justement le but quelque part de faire ces sorties hors du corps, c'est d'aller voir ailleurs ce qui peut se passer quand on peut pas le voir de notre plan là. D'accord. Écoute, merci beaucoup, Marie. Question, du coup. Ouais, non, c'était très bien, Marie. Bah, écoute, merci beaucoup en tous les cas pour ton témoignage sur comment contacter ces guides. Merci d'être venu sur Mysteria TV pour nous éclairer de tes lumières. Et puis, donc, je rappelle que donc, Marie propose donc un atelier qui aura lieu le 18 novembre sur comment contacter ces guides. Vous pourrez trouver le lien de cet atelier sous la vidéo pour les personnes qui nous regardent en replay. Voilà, vous étiez bien nombreux ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci également dans le chat pour toutes les personnes qui animent. Ce soir, vous avez animé ça d'une manière, un vrai débat pour des gens qui sont contre peut-être un petit peu ces idées-là, mais d'autres qui sont pour, mais vous l'avez fait d'une manière tous très intelligente. Donc, c'était vraiment très, très, très bien. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous pourrez retrouver demain Anne Causer qui reçoit Guylaine Lipski, qui est thérapeute. Elle est spécialiste dans l'accompagnement au comportement lié aux manipulateurs pervers narcissiques. Le titre de sa conférence, quelle place vous autorisez-vous en vérité? Ça sera pour demain. Et mercredi soir, j'ai une très, très grosse soirée en compagnie de Vanessa Anata, Nicolas Turban et Marc Boucher. Comment se préparer au grand changement du flash solaire. Et donc, Marc Boucher qui fera également des canalisations en direct des Pléiades. Voilà. Voilà. Et puis donc également Nicolas, vous savez, qui est télépathe, Vanessa qui a donc également des contacts. Donc c'est une grosse soirée avec nos amis des Pléiades. Donc ça sera sur YouTube. Vous pouvez retrouver 20h30 ces deux conférences. Voilà. Merci en tous les cas à tous de votre fidélité. Je vous invite à vous abonner, à laisser des pouces bleus également. N'hésitez pas. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine après ce long week-end de 3 jours. Qui fait du bien, comme on dit. Je vous souhaite à tous, écoutez, à très très bientôt et merci beaucoup Marie, merci d'être venue. Ouais, merci à toi pour cette soirée et merci à tous pour l'échange. Voilà. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir.